Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode du Sel de la vie où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Lorraine qui va nous parler de son opération de 2 tumeurs cérébrales qui a eu lieu en 2017. Bonjour Lorraine. Bonjour. Lorraine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, donc, j'étais assistante maternelle. Aujourd'hui, je suis dans le cadre d'une reconversion suite à 3 années d'arrêt de travail, donc suite à cette opération. Il s'agit donc d'une opération cérébrale que j'ai eue donc en 2017 et qui aujourd'hui m'amène à faire cette vidéo avec toi. Alors Lorraine, tu as quel âge? J'ai 39 ans. Et tu es mariée? Oui, mariée. J'ai 2 enfants qui ont 12 et 6 ans. D'accord, ok. Et aujourd'hui donc tu es au chômage? C'est ça. D'accord, ok. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en 2017? Donc en 2017, j'ai commencé à avoir des vertiges au mois de février. Et puis bon, comme j'ai toujours été en bonne santé et que j'ai jamais eu de médecin traitant, je ne me suis pas affolée. Et j'ai d'abord pensé à des carences, des choses comme ça. Et puis au fil du temps, ça n'a fait qu'empirer ces vertiges. Et au mois d'avril, je suis partie seule avec mon fils, donc, qui à l'époque avait 8 ans, à Londres. Et là, je tombais régulièrement. D'accord. Donc je me suis affolée, je me suis dit j'aurais peut-être pas dû partir seule avec mon fils en voyage, c'était peut-être pas le bon moment, j'ai peut-être quelque chose de grave, enfin vraisemblablement j'ai quelque chose en tout cas. Donc j'ai fini le voyage avec une canne et en rentrant, sur les conseils d'amis, je suis allée voir un ORL puisqu'on m'avait parlé de problèmes d'oreille interne, on m'a dit l'équilibre en général c'est ça, c'est l'oreille interne. Donc je suis allée voir un ORL qui en a conclu très rapidement effectivement un déplacement de cristaux, qui m'a prescrit des séances chez le kiné. Donc j'ai fait mes séances chez le kiné et en fait c'était de pire en pire. Donc au bout de 2 séances agonisantes, j'y vais pour ma 3e séance et là le kiné me dit stop, vous devriez être guéri quoi. C'est-à-dire que vous devriez sentir un vrai mieux, si c'est pas le cas, c'est qu'on fait fausse route. Donc il m'a renvoyé chez l'ORL, l'ORL m'a testé pour une maladie de Ménière et puis là s'est rendu compte que pas du tout, j'ai une hyperacousie donc j'entends mieux que tout le monde on va dire, donc ça peut pas être ça parce qu'il y a une baisse de l'audition dans cette maladie. Et il m'a dit honnêtement je ne sais pas ce que vous avez. Donc vous allez faire une IRM de l'oreille interne et cérébrale, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Je pense peut-être à un kyste dans l'oreille interne. D'accord. Donc je vais relativement sereine faire ma petite IRM, enfin relativement sereine, parce que l'IRM c'est toujours un peu stressant. Et en fait les résultats tombent de suite. Il s'agit donc d'un saignement cérébral donc à l'arrière de la tête dans la zone de l'équilibre. Et ce sont 2 petites tumeurs qui saignent, donc des tumeurs bénignes, qui saignent à l'arrière de la tête, dans la zone qui gère l'équilibre. Donc ça fait comme un court-circuit, c'est un peu un circuit électrique sur lequel on balance de l'eau. Ça ne fonctionne plus. Donc il y a des bugs et ça ne fonctionne plus. Donc là, on m'explique qu'il faut que je prenne rendez-vous avec un neurochirurgien. Moi, je tombe un peu des nues parce que j'ai même pas de médecin traitant et d'un seul coup, je me retrouve à devoir chercher un neurochirurgien. Et j'atterris à Toulon et je suis reçue par le chef de la neurochirurgie qui m'explique qu'effectivement, il faut agir rapidement et qu'il va m'opérer la semaine prochaine. Donc là, moi, tout s'arrête. À l'époque, je suis assistante maternelle, j'ai des enfants en accueil et je pense d'abord à mon travail. Donc je lui demande, je lui dis, mais c'est pas possible, mes contrats se terminent dans 3 semaines. Est-ce que je peux aller au bout de mes contrats et puis on fait ça après? Et il me dit, je crois que vous n'avez pas bien compris, vous avez un saignement cérebral et si ce saignement s'étend, les dégâts vont être irréversibles déjà d'une part. Et puis d'autre part, vous pouvez en mourir. D'accord. Donc il faut agir rapidement. Et donc sur ce, ça y est, je mets un pied dans un milieu assez inconnu jusqu'alors, tant mieux. Et je découvre plein de choses pas forcément agréables. J'ai mon premier examen, par exemple l'artériographie, 2 jours après, où on me dit, voilà, vous revenez à l'hôpital pour cet examen. Donc moi j'y vais toute seule en voiture comme une grande en me disant ça va bien se passer. Et en fait, je ne me rends pas compte qu'ils vont me garder 48 heures, m'immobiliser la jambe parce qu'ils m'auront sectionné l'artère fémorale pour rentrer une caméra, pour aller jusque dans mon cerveau. Enfin bon, un examen quand même pas simple. D'accord. À ce moment-là, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la sophrologie. J'ai eu la chance de tomber sur une infirmière sophrologue qui m'a aidé à me détendre parce qu'il n'y a pas d'anesthésie pour cet examen. Il faut que le cerveau fonctionne donc pendant l'examen. Du coup, il faut être en pleine conscience. D'accord. Ce qui est assez particulier. Donc, la sophrologie m'a beaucoup aidée. Et ensuite, ça a été 2 jours où je suis rentrée chez moi.
Jusque-là, je restais super positive et même quand le neurochirurgien me dit vous allez avoir 2-3 jours, vous allez rentrer chez vous avant de revenir pour l'opération, réglez vos papiers. Donc moi, je pense boulot, toujours pareil. Je dis oui, bah écoutez, je vais trouver une remplaçante pour les filles, machin. Et il me dit non, c'est pas ça, il faut que vous fassiez un testament. Ah oui. Donc du coup, malgré ça, toujours positive, je sais pas pourquoi ni comment, mais je me dis c'est pas grave, ça va aller, et puis tu verras. Donc à ce moment-là, on est fin juin, et je me dis en septembre, tu reprends le boulot, tout va bien se passer, tu vas voir, ça va aller. Et puis mon mari est dans cette optique très positive aussi, donc il a tendance à m'entraîner dans le positivisme, et tous les deux, on y va un peu en mode guerrier, tout va bien. Donc la première opération a lieu, c'est difficile sans l'être, c'est-à-dire qu'honnêtement j'ai une très bonne prise en charge par exemple de la douleur, donc je n'ai pas de douleur particulière. C'est compliqué parce que le service de neurochirurgie c'est dur, c'est un service dans lequel les patients sont quand même très mal en point. Moi je suis certainement la mieux lotie, donc je prends beaucoup sur moi par rapport à ça. Tous les matins, je me hisse sur mon fauteuil roulant, je vais à la salle de bain, je fais ma toilette toute seule, j'anticipe tout ça, déjà parce que ça me donne le moral, et puis en plus parce que je vois bien que le personnel est débordé par un service qui est particulièrement difficile. Et donc cette première semaine se passe plutôt bien, je dirais. Et le problème, c'est que quand vous rentrez dans la machine santé, il y a des choix à faire qui sont particulièrement délicats. Et moi, j'ai fait des choix de cœur et pas forcément des choix de raison. Et voilà, avec le recul, si je devais refaire tout ça, peut-être j'opterais un peu plus pour la raison. On me propose un centre spécialisé pour les suites de problèmes type AVC, etc. Ou on me propose un établissement de santé, donc tout près de chez moi, pour pouvoir me remettre pendant normalement 3 semaines, 1 mois. Je pars pour 3 semaines, 1 mois en centre de rééducation. Et puis moi, je me dis, je vais être plus près de chez moi. Très mauvais choix. Très compétents pour certaines choses, ils sont gentils, il n'y a pas de problème, mais ils ne sont pas compétents en tout cas pour les suites de problèmes neuro. Et je m'en aperçois super vite, sauf que c'est trop tard. Et donc du coup, je demande rapidement à sortir. Au bout de 15 jours, parce que la kiné, ça se passe pas bien, parce que je suis isolée, parce que mon bandage compressif, il n'y a aucune infirmière qui sait le faire, parce que je me rends compte que voilà, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et donc je demande à rentrer chez moi. Puis bon, ma famille me manque, mes enfants me manquent. Donc c'est pareil, c'est pas forcément le bon choix. Je rentre chez moi et là on me demande de faire un suivi kiné, c'est-à-dire d'avoir un kiné qui vient à domicile pour s'occuper de moi. Notamment de cette rééducation à la marche, puisque après l'opération, je suis en fauteuil roulant, je passe assez rapidement du fauteuil roulant au déambulateur et du déambulateur à la canne, et ensuite j'abandonne ma canne pour marcher un peu à tâtons. Mais ça marche bien, parce que j'ai le moral, que j'ai envie, j'ai une bonne source de motivation, puisqu'à la maison, j'ai ma fille qui n'a pas 3 ans qui m'attend, et mon fils, et que voilà, il faut que j'arrive à me bouger. J'ai la rentrée des classes à l'horizon pour ma fille qui rentre à la maternelle et j'espère bien être debout et l'accompagner à l'école, donc je me fixe ça comme objectif. Et le kiné donc, qui me suit, qui vient à la maison, s'occupe essentiellement de ma cicatrice. Donc j'ai une cicatrice à l'arrière de la tête à peu près grande comme ça, puisqu'ils ouvrent la tête en version noix de coco. J'ai eu en tout et pour tout 33 agrafes, parce que je vais y venir, j'ai été réopérée, j'en ai pas eu une mais 2 d'opérations. Donc du coup, la kiné me dit voilà, on va d'abord travailler aux abords de la cicatrice pour retirer ce qu'on appelle les adhérences et ensuite on travaillera sur l'équilibre. Sauf que c'est pas ce qu'il fallait faire. Donc moi j'avais bien une ordonnance pour l'équilibre uniquement. Et il se passe que 5 semaines post-op, j'ai ma visite post-op et là le neurochirurgien me dit je vous laisse pas partir. Parce que la cicatrice n'est pas belle, elle est boursouflée et il y a une suspicion de fuite de liquide céphalorachidien, c'est-à-dire qu'en fait ça ne s'est pas bien refermé, ça fuit et là c'est très très dangereux. Donc il me dit je vous réopère demain. Et cette nouvelle, je ne l'attendais pas du tout. Pour moi, j'allais à cette visite post-op, que j'allais valider comme le reste, tout allait bien se passer, j'allais rentrer chez moi, le matin j'ai dit au revoir à mes enfants à ce soir et là on m'explique que non, que je vais devoir repasser par tout ça. Et tout ça, moi, je l'avais affronté avec beaucoup de force, mais une fois, quoi. Je me suis dit, je veux pas, je peux pas repasser par là encore. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle en psychologie une décompensation.
Donc j'ai été très très mal, très vite très mal. J'ai passé 1 semaine hospitalisée, donc ils m'ont réopérée, mais très vite ils se sont rendus compte que c'était pas une fuite de liquide céphalorachidien. Il y avait ce liquide qui était contenu dans la cicatrice. Ils n'ont jamais su ce que c'était quand même, il faut le savoir. Donc ils me l'ont prélevé, ils l'ont mis en souche pour vérifier s'il n'y avait pas des staphylocoques. Il y avait 2 staphylocoques, mais sains, donc ça pouvait pas être ça le problème. Et ils n'ont pas trouvé. Voilà, moi, mon neurochirurgien m'a dit, ça fait 25 ans que je fais ce métier et je ne sais pas ce que vous avez eu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il met en doute probablement la technique kiné de vouloir décoller les adhérences, parce qu'il me dit, ça ne se fait pas en fait en neurochir, on ne décolle pas les adhérences, on cherche l'adhérence, donc c'est l'inverse. Maintenant, bon, de là à rentrer dans les détails et à aller attaquer qui que ce soit, c'était pas le propos, ni pour lui ni pour moi. Donc du coup, bon, il me dit, je vois pas ce que ça peut être d'autre. En tout cas, c'est rien de grave, ce qui était déjà plutôt pas mal. Donc les choses s'annoncent plutôt bien, et pourtant je vais très mal. C'est-à-dire que je fais que pleurer. C'est un peu comme après un accouchement, tu sais, chute d'hormones. Je fais que pleurer, ça va pas du tout. Et j'ai un infirmier très gentil qui vient me voir et qui me dit, si vous voulez, on peut faire intervenir un psy dans le service plutôt que de vous donner des cachets. Voilà. On va peut-être faire intervenir quelqu'un pour que vous parliez et ça ira mieux. Effectivement, la psy, elle vient et elle me dit, bon, somme toute, avec tout ce qui s'est passé, ça me paraît logique qu'à un moment donné, vous ayez besoin de vider un peu votre sac et que ça n'aille pas. Et puis, elle me dit, c'est embêtant, je pars en congé, on va pas se revoir, bref. Moi, de toute façon, 2-3 jours après, je sortais. Donc, elle me dit, je vous conseille de faire un suivi extérieur. Ok, pas de problème. Et donc, je rentre chez moi. Cette fois-ci, on saute la case centre de rééducation, parce que du coup, mon neurochir avait eu une mauvaise expérience par rapport à moi. Donc, il me dit, on va éviter de vous renvoyer là-bas. Rentrez chez vous. De toute façon, l'opération était quand même moins invasive. Vous allez mettre beaucoup plus... vous allez vous remettre beaucoup plus rapidement. J'ai une infirmière qui me fait les soins à la maison et qui me dit, donc en regardant mes ordonnances, donc à ce moment-là j'ai 15 000 ordonnances, j'ai un pilulier avec des jours parce que j'ai 50 000 médicaments à prendre, enfin un monde que j'aurais jamais imaginé pour moi. Et elle met tout ça à plat et elle me dit, mais je comprends pourquoi vous vous sentez pas bien. Ben, je dis, ah bon, mais pourquoi? Elle me dit, en fait vous êtes sous Valium 8 mg depuis votre première opération, ce qui est énorme, et il n'y a pas eu de suivi lors de votre 2e hospitalisation, ce qui fait qu'ils ont arrêté net le traitement. Or, le Valium ne s'arrête pas tout net. C'est une drogue dure et il faut l'arrêter progressivement, sinon on ressent effectivement un profond mal-être, puisque le Valium, c'est un peu ce qui fait qu'on va bien, quoi. C'est la petite pilule qui fait positiver. Donc du coup, on me remet en place le Valium et on le diminue progressivement sur 15 jours et ça va nettement mieux, effectivement. Mais à partir de là, je ne me rends pas compte que je commence à mettre un pied dans l'engrenage qui va durer pendant des années, de la rééducation, de la reconnaissance des séquelles, de la reconnaissance du handicap, et que tout ça, c'est encore une étape très difficile à laquelle je n'avais pas pensé, puisque moi, à ce moment-là, j'espère toujours, donc on est début août, reprendre le boulot au mois de septembre. Et 3 ans après, je n'ai jamais repris mon boulot. Et il se trouve qu'effectivement, voilà, j'ai des séquelles aujourd'hui, des séquelles au niveau de l'équilibre, qui font que chaque changement de tête, de position, fait que je ne me repère plus dans l'espace. Donc si je travaille par exemple sur un plan de travail et que je me retourne pour attraper quelque chose derrière, j'ai un moment de vacillement et il faut que je refixe mon regard, puisque c'est mes yeux maintenant qui gèrent l'équilibre. Malgré le fait qu'ils aient enlevé la tumeur, ça n'a pas amélioré Non, parce qu'en fait, toute la zone qui a été grillée, on va dire, par la profusion de sang, a été enlevée. Donc, ils enlèvent toute une partie des neurones qui gèrent normalement l'équilibre. Donc, les connexions neuronales se refont, si tu veux, et ça va aller attraper d'autres zones du cerveau pour compenser cette perte d'équilibre. Donc, j'ai un équilibre incertain, mais j'ai déjà un équilibre, ce qui est déjà pas mal. La deuxième chose, c'est que ça me fatigue beaucoup au niveau cérébral. Par exemple, j'ai une carte insertion donc, qui m'autorise à ne pas faire la queue, etc. Parce que je ne tiens pas la station debout plus de 10 minutes. C'est-à-dire que quand je suis debout immobile, contrairement à une personne normale, je ne suis pas statique. J'oscille sur moi-même parce que mon corps recherche en permanence l'équilibre qu'il ne trouve pas. Donc, il y a une oscillation qui se fait. Et ça, c'est très fatigant pour moi parce que du coup, je fais appel à plein d'autres sens pour tenir mon équilibre. Donc c'est pas quelque chose de naturel comme chez d'autres personnes. Par contre, la nature est pas mal faite quand même, puisque avec ces reconnexions, on arrive à compenser plein de choses. Aujourd'hui, des gens sont étonnés que j'arrive à conduire, mais j'arrive à conduire parce que je conduis différemment.
Je conduis plus comme avant. Je vais pas retourner brusquement ma tête pour faire une manœuvre. Je vais pivoter l'intégralité de mon corps. Si je retournais juste ma tête, je perdrais la notion de l'espace et de nouveau ça tournerait. Donc je serais incapable de maîtriser la voiture. J'ai pas conduit pendant des mois. Je me suis entraînée ensuite accompagnée. On a repris les bases. C'était pas du tout obligatoire. On m'avait pas interdit de conduire, mais je m'étais auto-interdite la conduite. Et effectivement, on a mis en place de nouveaux réflexes de conduite pour pouvoir continuer à conduire malgré tout. D'accord. Et j'ai la chance avec ce que j'ai. Donc le terme médical, c'est des cavernomes. Voilà, la tumeur que j'ai, enfin les tumeurs que j'avais sont des cavernomes. Et c'est dû en fait à une malformation de naissance. J'ai une veine, on va dire, qui sert à la construction du cerveau, donc à l'état de fœtus, qui, lorsqu'on est, et jusqu'à l'âge de 2 ans, va petit à petit se résorber et finir par disparaître. Chez moi, elle ne s'est jamais résorbée. Elle est là. Et cette malformation veineuse de développement s'accompagne souvent de petites tumeurs cérébrales qu'on appelle des cavernomes. Donc, j'ai une surveillance à vie. D'accord. J'ai un IRM annuel pour vérifier qu'il n'y ait pas un retour de cavernome qu'il faudrait soit enlever, soit au moins contrôler pour vérifier qu'il ne saigne pas de nouveau, etc. Donc je me suis inscrite sur une page Facebook d'associations qui regroupe des malades atteints de la même maladie que moi à travers le monde. C'est intéressant parce que du coup on arrive tous à échanger beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Ça fait partie de tes ressources, ça? Exactement. Mais après, je suis pas mécontente de l'avoir trouvé après. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur ce groupe pour savoir comment ça va se passer mon opération, et en fait je suis contente de ne pas avoir eu de détails. Parce que je pense que, et j'ai volontairement pas posé de questions tant que ça au chirurgien, parce que je pense que minimiser un peu les choses, ça m'a aidé. C'est-à-dire que si de but en blanc on m'avait dit 33 agrafes, le fauteuil roulant, le centre de rééducation, les 3 années d'arrêt de travail, les éventuelles séquelles, vous êtes à moins d'1 millimètre de la moelle épinière, etc., je crois que j'aurais pas... je me serais pas lancée comme ça, avec cette détermination dans tout ça. Alors que là, le fait d'avoir un peu minimisé, c'est mieux passé. C'est ça, j'étais plus positive, donc du coup ça m'a aidée. Je vois que les gens qui ont plus de mal et qui appréhendent le vivent beaucoup plus mal. Donc je pense que trop savoir n'est pas forcément une bonne chose. Mais après coup, si tu veux, voilà, ça m'a aidée de pouvoir échanger avec des gens qui partageaient la même chose que moi, qui avaient vécu des situations similaires. Il y a bien pire que moi, il y a des cavernomes qui sont placés dans des zones du cerveau qui sont inaccessibles. Ce qui fait que ces gens vivent en fauteuil roulant avec une dégradation physique progressive et toujours le risque de mourir comme d'un AVC subitement d'une hémorragie. Il y a des gens qui ont ces cavernomes dans d'autres zones du cerveau qui gèrent par exemple la parole, la mémoire, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. Moi j'ai une déficience de ma mémoire mais elle est due à mes reconnexions. C'est-à-dire que comme je fatigue plus mon cerveau, je stocke moins les informations qu'avant. D'accord. Sur du court terme, du long terme, c'est des troubles de mémoire Non, court terme. C'est-à-dire, c'est pas, j'ai tous mes souvenirs d'enfance, etc., sans problème. Mais aujourd'hui, une nouvelle info, je la fixe pas instantanément. Je suis obligée de passer par tout un process maintenant, c'est-à-dire je la répète à voix haute, je peux l'écrire aussi des fois, pour pouvoir mémoriser quelque chose. D'accord. Tu vois, c'est tout bête, mais tu vas à un parking, on te donne un ticket de parking. Moi, il faut que je dise tout haut. Le ticket de parking, je le mets dans ma pochette rose, dans mon sac. Voilà, il faut que je prenne le temps de visualiser ce que je fais et de le dire pour pouvoir le mémoriser. Sinon, c'est fini, le ticket, je ne le retrouve jamais. Tu fais plus en pilote automatique comme on Pas peut possible. faire. Voilà. Impossible. Je suis obligée de m'arrêter tout le temps. Quand je me garde dans un parking, je prends en photo mon emplacement de voiture systématiquement. J'ai aucune chance de retrouver ma voiture. Aucune. De mémoire, je peux pas. D'accord. Donc je suis obligée de penser repère et d'aller moins vite. Du coup, je suis plus lente dans mon quotidien, ce qui est difficile parce que je suis plutôt très dynamique. Mais du coup, je me ralentis dans mon quotidien et je me mets des trucs comme ça pour me souvenir, des tips, un maximum de tips. Et voilà, je vis avec des post-it tout autour de moi. Des rappels dans mon téléphone, des choses comme ça. D'accord. Et du coup, pour faire face à toute cette épreuve, parce que ça a été quand même une grosse épreuve, et puis même au sein de ta famille, quelles ressources tu as pu utiliser? Donc ce groupe Facebook, plein. Est-ce qu'il y a d'autres choses Plein, parce que j'ai nagé beaucoup dans le flou. Déjà au niveau médical, c'est très difficile de trouver un médecin traitant aujourd'hui, en tout cas ici.
parce que il y a beaucoup de départs en retraite, il y a des départs en mission humanitaire, il y a des médecins qui sont surchargés de patients qui prennent plus. Donc j'ai eu vraiment des difficultés. Je crois que j'en suis à mon 7e médecin généraliste. Donc à chaque fois, il faut tout réexpliquer, tout l'historique, le suivi est très aléatoire, donc c'est compliqué. Donc je me suis heurtée à ça. Comme je me suis heurtée à ça, forcément, j'ai pas forcément été bien orientée au bon moment, donc je me suis orientée un peu toute seule comme j'ai pu, mais surtout je me suis rendu compte que le médical suffisait pas. Donc moi, je suis allée voir une kinésiologue qui m'a beaucoup aidée, parce que l'impact psychologique, je l'avais pareil tout à fait... Enfin, je l'avais pas du tout mesuré. Je me disais, bon, bah, comme tout le monde, voilà, je vais être un peu déprimée parce qu'il s'est passé plein de choses, mais je n'avais pas mesuré le chamboulement énorme que ça allait représenter. C'est-à-dire que dans les mois qui ont suivi l'opération, tout était chamboulé. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que je voulais. C'était très compliqué. C'est-à-dire que mon identité, c'était déjà mon métier d'assistante maternelle, et ça s'était envolé. Je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais pas exercer mon travail. Je ne savais pas ce qui m'attendait, c'est-à-dire que je ne savais pas si j'allais récupérer à 100%, à 80%, à 60%, comment j'allais être. Et toutes ces incertitudes m'ont vraiment, vraiment affectée profondément. Et du coup, je n'ai pas tiré sur la corde très longtemps, parce que très vite, je me suis dit, ok, il va falloir trouver des solutions, pas forcément médicales, mais une aide autour. Donc ça a été kinésiologue, magnétiseuse, parce que j'ai eu des chamboulements hormonaux d'un autre monde. Faut savoir que toutes ces opérations, c'est beaucoup, beaucoup de produits. Je me suis amusée à compter le nombre d'injections qu'on m'a faites et je me suis arrêtée au bout d'un moment à 70 parce que j'en pouvais plus de compter, ça commençait à me démoraliser. Donc 70 injections de produits divers et variés. Des drogues, j'en ai eu des kilos, quoi. Je suis passée par toutes. De l'opium, de la morphine, du Valium, etc. Les 3 combinés, enfin. Donc beaucoup de choses comme ça. Et donc mon organisme était saturé de tout ça. Donc j'avais la pêche à 2h du matin, je m'endormais à 4h de l'après-midi, j'étais complètement déphasée, mes règles étaient complètement déréglées, enfin, il n'y avait plus rien qui allait. Je sentais que mon esprit, mon corps, plus rien ne faisait qu'un. Tout était en morceaux. Donc la kinésiologue m'a aidée, la magnétiseuse aussi. Je me suis traitée un peu avec de l'homéopathie pour évacuer un peu tout ça. Et puis suivi psy. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je parle parce que j'avais des moments de profonde détresse où je me sentais vraiment pas bien. Mon médecin généraliste m'a orientée d'abord chez un psychiatre en pensant que j'étais bipolaire, ce qui a beaucoup fait rire le psychiatre. Il m'a dit, vous n'êtes pas plus bipolaire que moi. Non, c'est pas de la bipolarité. Il m'a dit, c'est normal. Enfin, ça, en fait, c'est vu tout ce que vous avez vécu en très peu de temps, parce qu'avant ça, avant mes problèmes de santé, il y a eu aussi des problèmes familiaux, et donc tout ça s'est accumulé. Et c'est vrai qu'il m'a dit, bon, forcément, personne n'est en mesure de gérer tout ça comme ça, en disant tout va bien, c'est normal. Et donc après, je me suis dirigée vers un psychologue, pas un psychiatre, mais un psychologue. Je voulais plus prendre de médicaments. Et le psychologue m'a beaucoup aidée. Ouais. C'est pareil, à recoller les morceaux. Et voilà. J'ai réussi à rassembler. Mais alors honnêtement, je pense que j'ai été pas bien pendant plus d'1 an. Pendant plus d'1 an. Et en termes d'identité, je dirais qu'il m'a fallu pratiquement 2 ans et demi, 2 ans et demi, pour ressavoir qui j'étais. Ou retrouver quelqu'un, quoi. Enfin, c'est-à-dire, j'ai complètement changé, donc je dirais, voilà, me retrouver une nouvelle identité. Tu trouves que tu as complètement changé? Ouais. Oui. Ouais, je pense que mes priorités sont plus du tout les mêmes. Et j'ai une vision et une perception des choses qui est assez surprenante, peut-être pour la plupart des gens, parce que voilà. Quand je vois la plupart de mes amis, par exemple, et leurs objectifs de vie et tout ça, je me disais, waouh, j'étais comme ça. Mais je serais incapable de retrouver ce chemin-là. Le travailler plus pour avoir plus, je veux absolument être propriétaire de ma maison, alors je vais faire des heures sup et je vais travailler plus et je vais me tuer au travail. Non. Voilà, ça par exemple, tu vois, je pense que je me suis beaucoup détachée du matériel et du coup, je me fiche un peu de l'endroit où je vis, ou du moment que je suis avec les miens, que j'ai du temps. Voilà, parce que le temps, pour le coup, m'a paru
Enfin, j'ai eu l'impression qu'il me glissait un peu entre les doigts. Et puis surtout, je me suis rendu compte que on peut partir du jour au lendemain, pour le coup, chose que je n'avais pas forcément percutée. Et du coup, du temps. Voilà, du temps pour mes enfants, du temps pour mon mari, ma famille, mes amis. Et prendre le temps. Et ça n'a pas de prix. Donc effectivement, aujourd'hui, financièrement, ça n'a plus du tout rien à voir avec ce qu'on avait avant. Mais pour autant, on est très très bien. On n'en souffre absolument pas, ni nous ni les enfants. On a juste complètement changé notre mode de vie et finalement, on s'y retrouve très bien dans ce mode de vie-là, quoi. Donc finalement, cette épreuve, parce que c'était une véritable épreuve, Ouais. t'as quand même apporté des choses positives. Ah oui. Oui. Déjà, de manière générale, je prends toujours tout du côté positif. Je me dis toujours que ce qui nous arrive cache toujours quelque chose de positif. Là, pour le coup, oui. Sincèrement, toute cette remise en question m'a amenée aujourd'hui à être ce que je suis et j'aime ce que je suis. Donc, c'est que finalement, tout se goupille bien. Un peu comme si tout était écrit, j'en sais rien, mais voilà. Disons que toutes ces épreuves traversées, elles ne sont pas arrivées là par hasard. Et aujourd'hui, elles font que je suis heureuse, quoi. Donc, mais finalement, je pense que c'est la seule chose dont on a tous besoin. Super. Merci beaucoup, Lorraine. De rien, c'était un plaisir. Voilà, j'espère que cette interview vous aura plu. Je vous laisse donc liker la vidéo, me suivre sur Facebook ou sur Instagram sur Détente et Sérénité avec Aurélie ou sur YouTube. Merci beaucoup, à bientôt.